Dis-moi un peu comment ça va au niveau de la prise en charge des joueurs et des activités niveau b-ball. Bah, niveau de b-ball, je vais pas te mentir, la prise en stage se passe très bien. Ok. Je pense que sur une année vraiment d'action massive au niveau du suivi, déjà prenons en l'occurrence, je trouve que ça s'est bien passé parce que finalement il a pu faire une bonne saison et arriver dans le meilleur club de Belgique déjà. Et le transfert qui était prévu de base, l'objectif a été atteint. Voilà, exactement. Passer un cap au niveau Passer un cap à ce niveau-là. Okay. Même si, bon, moi, ça c'est mon avis personnel, j'ai un petit échec juste parce que moi, j'aurais voulu personnellement qu'il trouve un club à l'étranger déjà. Okay. Ce qui n'a pas pu être le cas. On a eu les opportunités, donc on est parti, on a fait, mais les retours ont toujours été finalement négatifs parce qu'on ne l'a pas pris pour telle ou telle raison. Mais d'un côté, je trouve que c'est bien parce qu'en fait, cet échec-là montre encore la marge de progression à faire pour qu'il soit indiscutable en dehors du pays d'origine, c'est-à-dire la Belgique. Donc, quels sont justement ces points de progression? J'estime qu'il prend trop son temps avant de se dévoiler, alors qu'en fait, il doit mettre son plein potentiel dès le début. On n'est pas là pour juste, on te regarde un peu et puis c'est bon. Non. Tu y vas, tu sais c'est quoi l'objectif, tu fonces, point barre. Tu vois. Et ça même, je trouve que c'est même aussi un acte qui est parallèle, en fait, même à travers toute sa saison. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui, je trouve, qui monte toujours en diesel déjà dans ces matchs-là et qui n'est pas dans un impact direct au début. Sauf si le challenge est très élevé, tu vois. C'est un diesel. C'est un diesel, ouais. C'est un diesel, ouais. Et c'est aussi lié finalement à sa personnalité en vérité. Exactement, ouais. De base, nonchalant, un petit peu mou. Ouais. Et il lui faut du temps avant de rentrer dans ouais. Ok, d'accord. Et il faut en fait, en réalité, dans les prochains mois, dans les prochaines années, non, en fait, c'est plutôt les prochains mois. Oui, prochains mois. Il va avoir un déclic, c'est que il peut avoir une personnalité hyper calme, introvertie, peut-être même nonchalant, mais quand il s'agit du terrain, bah, c'est le terrain. C'est le terrain, voilà. Il faut tourner le bouton. Okay. C'est ça, c'est vraiment ça. D'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as noté d'autre? L'un des points faibles que j'ai pu apercevoir de son côté à lui personnellement, c'est qu'il est très... En fait, il fait très attention à ce qui se passe autour de lui. Quand je dis qu'il fait attention à ce qui se passe autour de lui, c'est-à-dire que s'il y a personne qui parle mal, ou on va dire qu'on va encenser peut-être quelqu'un d'autre à sa place, alors qu'en fait, dans la réalité des choses, ça devrait être l'inverse, ça va le titiller un peu dans sa manière de jouer ou dans son comportement, ou, tu vois. Positivement ou négativement? Ça peut être positif comme négatif. Ça peut être positif dans le sens où ça peut être un effet moteur pour qu'il y va directement, mais parfois ça peut être aussi un effet négatif où parfois ça peut le mettre dans une situation où ça peut lui trouver des excuses, tu vois. Et dans ces moments-là, il abandonne ou il se crispe? Il se crispe, il abandonne pas, il est crispé. Tu vois. Il se crispe et donc du coup, in fine, il perd ses moyens et il perd son basket. Ouais, voilà, exactement. Vous avez déjà parlé de ces sujets-là? Non, justement, c'est ça que moi je voulais parler avec lui comme bilan, pour vraiment faire un bilan de la saison. C'est un des points dont tu veux qu'on parle avec lui? Ouais, okay. À ce niveau-là. Et aussi le fait aussi maintenant comme c'est quelqu'un comme tu as dit, de très introverti de base, le fait qu'il ait été dans un club à Liège pendant des années, qu'on ne le connaissait que sur Liège, c'était une chose. Là, maintenant, il va se retrouver dans le meilleur club de la Belgique. Les gens, maintenant, rien que le fait que Ostende a publié son recrutement, il a eu beaucoup de gens ont liké, beaucoup de gens l'ont suivi. On commence à le suivre. Et ça lui a déjà mis mal à la tête. Okay. Déjà là. Tu vois. Et moi, la première chose que j'ai dit, mais si toi, maintenant, tu parles d'avoir mal à la tête ici, si maintenant tu signes à Santa Barbara en Californie, on te dit que tu vas gagner 5 millions l'année, tu penses qu'il va se passer quoi? Quand tu dis que ça lui a mis mal à la tête, comment ça s'est interprété? C'est que... Ça s'est manifesté plutôt? Ça s'est manifesté un peu dans un état de surprise pour lui, parce qu'il ne s'attendait pas à une vague autant. Mais aussi, il y a un peu ce côté où il s'est plus senti les pieds sur terre. Ah, il y a un côté... C'est ça que je voulais savoir. Ouais, il s'est envolé. Voilà, il ne va pas l'admettre, mais il y a beaucoup de faits qui se sont passés entre mai et là maintenant, qui montrent que ça lui a pris beaucoup... Ça lui est monté à la tête. Parce que par exemple... Il a commencé à l'eaux ardentes au lieu de venir s'entraîner. Ça, c'est première chose. Ou bien deuxième chose aussi, c'est qu'il avait fait un tournoi un peu après. Et dans ce tournoi-là, il a fini premier, il a fini MVP.
Et à la buvette, c'est un bête exemple, hein, mais les gens parlaient de lui, il entendait, oui, c'est quelqu'un qui est phénoménal, c'est peut-être le prochain AJ Mitchell. Le petit a fait des allers-retours plusieurs fois dans la buvette juste pour entendre. Pourquoi? Il a besoin de nourrir son ego. Exactement. Ah mince. Ok, d'accord. Après, en soi, ça peut être positif. C'est ce que j'allais dire. Mais en fait, on peut pas lui en vouloir voilà. pour ça, mais il va quand même falloir qu'on lui apprenne comment gérer. C'est juste ça. En fait, c'est cette gestion. Ça doit devenir normal, en fait. Voilà. Il faut que ça devienne une normalité et pas une... Exactement. Ok. C'est bien, c'est intéressant. C'est intéressant, mais du coup, que je comprenne bien en définitive. Ouais. Donc, du coup, il y a 1 an, on commence à mettre le concept autour de lui pour élever. La saison se passe super bien. Ouais. Il fait une grosse saison. Il finit très bien la saison, d'ailleurs, parce que les derniers matchs, on a été le voir ensemble. Ouais. Et au final, il passe un cap. Donc, il a le fameux transfert qu'on souhaitait en début de saison. Parce que pour moi, le fait qu'il n'ait pas spécialement été à l'étranger maintenant, c'est pas un échec, c'est une expérience. Et ça permet aussi de voir encore, justement, au minimum, ce qu'il faut aller chercher pour passer un cap. Ouais. Ça, c'est une chose. Et aussi, finalement, lui, de se rendre compte du gap qu'il y a aujourd'hui entre le très, très, très haut niveau et le bon joueur talentueux qu'il est. Exactement. C'est la vision que j'ai, ce que je pense du talent. Ah, on sait très bien, j'ai la même. Voilà, c'est ça, le talent, c'est pas du talent. En fait, le talent, c'est ta capacité à pouvoir garder de l'intensité dans tes intentions, même, quand tu es en train de briller, tu continues de bosser. Donc, c'est travailler, quoi, la répétition. Ok, d'accord, ça va. Donc, comme ça, on a le cadre. La première question que j'ai pour toi, du coup, dans un premier temps, c'est comment est-ce que toi, tu vois les choses en termes de palier à atteindre déjà en fin de saison, la photo intermédiaire? Finir champion dans la catégorie au-dessus dans laquelle il joue, parce qu'en fait, il va jouer en U21, alors qu'il est encore U18. Donc, il jouera en U21. Il jouera seulement en U18 les matchs importants de coupe. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il termine champion avec son équipe U21 et qu'il fasse partie des 2 meilleurs joueurs de l'équipe. Ça, c'est la première chose pour la saison. Et la deuxième chose aussi, pour moi qui est très importante, c'est que il joue en TDM2. Donc TDM2, c'est la division 3 en Belgique. Ok. Donc il aura du temps de jeu, en tout cas au départ. Le but, en fait, c'est très simple, c'est qu'en termes de jeunes qui jouent là-bas, parce qu'ils sont 6 ou 7 à jouer dans cette catégorie-là, c'est qu'il soit le meilleur et que déjà à la mi-saison en janvier, on lui demande déjà de faire des entraînements afin d'être même sur le banc, sans pour autant jouer, mais au moins faire les entraînements et être sur le banc de la première division, en fait. Ok. Par rapport à ça, il est déjà en sélection nationale ou pas? Non. Cette année, on l'a même pas présélectionné, tu vois. Ok. Ça aussi, ça fait partie. Donc ça, c'est un objectif aussi potentiellement à atteindre. Ouais. Alors, j'entends quand tu dis que l'idée serait qu'il soit le meilleur joueur de sa catégorie, mais je pense que les objectifs qu'on se fixe par rapport à lui doivent principalement d'abord seulement tourner autour de lui. Ok. Donc, quand on s'adresse à lui, ça peut être ton ambition de se dire, ok, d'accord, qu'il aille chercher le MVP de la saison, par exemple. Mais nous, quand on parle, ce qu'on va lui exposer, on ne va pas parler des objectifs externes. Okay. On ne va parler que des améliorations que lui, il a à apporter par rapport à lui-même. C'est la priorité aujourd'hui. Son mindset, aujourd'hui, c'est encore beaucoup trop léger par rapport au très très haut niveau, par rapport à la NBA, par exemple. Ses priorités aussi, j'ai déjà constaté ça il y a quelques mois quand on parlait de l'école. C'est qu'il avait eu un changement d'école durant l'année. Et quand je lui demandais s'il était content, il disait oui. Et pourquoi? Parce qu'il retrouvait ses amis. Or, ce changement d'école l'éloignait des facilités qu'il avait par rapport au fait de pouvoir aller à l'entraînement tranquillement, aller au basket et tout ça, tu vois. Donc, pour moi, je pense qu'il a encore des ordres de priorité qui ne sont pas encore assez élevés que pour pouvoir atteindre ses objectifs, tu vois. Il faudra qu'on refasse avec lui le tour aussi un peu de son lifestyle, de la manière dont il vit, de ses routines et tout ce qui s'ensuit. Et puis ensuite, seulement de là, on pourra commencer à parler plus tard, peut-être en faisant un débrief en mi-saison, des objectifs collectifs et individuels, comme MVP par exemple, à aller chercher. Parce qu'en fait, si on ne place pas ces fondations-là, comme tu me le dis toi-même, il commence un peu à s'emballer lui-même. Donc si on ne met pas ces fondations-là en place et lui faire comprendre que d'abord tu dois gagner contre toi-même, avant d'aller
parler de... Parce que MVP, champion, on parle de choses qui ne peuvent que nourrir en fait encore son ego. On est dans du rêve. Or, avant d'atteindre justement ces objectifs, il faut qu'il se rende compte qu'il y a des éléments qu'il doit, pas qu'il peut, mais qu'il doit mettre en place dès maintenant et se comporter tous les jours comme le champion qu'il doit être. Et puis ensuite parler du championnat et des titres individuels. Pour te suivre dans ce que tu dis, parce que c'est tout à fait intéressant ce que tu dis là, moi je te suis pour la simple et bonne raison que l'un des objectifs aussi, en plus qu'on avait avec le papa, c'était que il commence la saison là-bas, il termine la saison là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure entre. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'année passée, certes, il a fini sa saison, il a commencé sa saison, il a fini sa saison, mais il était à l'internat. Et il a pas tenu l'internat jusqu'à la fin. C'est ça le changement d'école. Ouais, c'est ça. Évidemment. What else? Ta gestion de l'image, je pense que c'est très important qu'on la commence dès maintenant. Parce qu'une fois qu'on lui demandera de faire des pubs ou tout ce qui est commercial avec son image sur les réseaux sociaux, qui serait l'année prochaine en 2027, avec le contrat NAL, il faut déjà en amont qu'ils comprennent ce côté-là et qu'on le guide à ce niveau-là. Surtout qu'en plus, par exemple, c'est bête, mais enfin c'est bête pour moi, c'est pas bête du tout en fait. Rien que le fait de mettre en story, le fait que tu vas aux Ardentes, alors que tu as tes coachs qui te suivent sur Instagram, je sais pas si c'est vraiment le bon. C'est pas le bon move. C'est pas le bon mood du tout. Donc, sa régularité aussi à mettre en avant les choses qu'il doit faire, mais de manière autonome. Donc, c'est-à-dire que on va lui demander de faire quelque chose, il doit le faire, mais il faut pas non plus qu'on tape tous les jours pour savoir est-ce que tu as fait est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça. C'est à lui aussi de se responsabiliser. Voilà, c'est à lui aussi de le faire. Ouais. Et puis, par exemple, de même faire un appel. Fin de semaine, te contacter ou me contacter, dire voilà, j'ai fait ça. Et c'est tout, quoi. Parce que tu sens que lui, c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut tout le temps tirer. Tu sens qu'il a vraiment été élevé avec sa maman en mode câlin, quoi. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que d'une part, on doit quand même lui mettre un cadre parce qu'on doit lui apprendre des choses. Oui. On est là pour lui montrer le chemin. Donc, ça, à quelle fréquence et à quelle intensité est-ce que ça sera à nous de définir concrètement. Et à côté de ça, bah, effectivement, il faudra qu'il se responsabilise et qu'il devienne un homme, parce qu'on ne sera pas là tout le temps. Et moi, c'est ma manière de faire, hein, en réalité. J'accompagne les gens, je monte la voie, et puis ensuite, après, j'observe énormément les comportements. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit qu'aujourd'hui, je suis plus dur au droit à l'entrée pour pouvoir bosser avec moi, parce que je détecte tout simplement que les personnes qui ont la faculté de pouvoir passer à l'action rapidement et de manière autonome sont ceux qui réussissent. Il n'y a pas de secret, tu vois. Ce sont ceux qui réussissent. Et donc, du coup, ceux-là, notre rôle à nous, il faut bien comprendre que, je te rejoins sur ce point, on n'est pas là, en fait, pour dire « fais ça comme ça, fais ça comme ça ». On n'est pas là pour ça. C'est qu'en fait, on te donne les outils, mais après, c'est à toi de faire ce qu'il faut. Si toi, tu ne fais pas ce qu'il faut, c'est pas moi qui vais me démêler plus que ça. En fait, je te donne ce que tu es prêt à investir en toi-même. Donc, en fait, je te donne ce que tu donnes, ce que tu vas nous donner dans notre environnement de travail et de collaboration. Si tu ne le fais pas, bah en fait, je ne vais pas le faire pour toi en réalité. Je ne vais pas mettre de l'énergie, le syndrome du sauveur et tout, c'est terminé. Tu es prêt? Ok, on y va à fond, t'inquiète pas. T'inquiète même pas, à 300%, on sera avec toi. Mais par contre, tu es à 50%, je ne vais pas avec toi parce que le minimum pour bosser avec moi, c'est que tu sois à 100%. Si tu n'es pas à 100%, moi, je ne sais pas juste bosser à 50% et juste dire, ouais, écoute, je vais prendre ton argent. Mais non, en fait, garde ton argent, va aux Ardentes, hein, va en vacances, va t'amuser. Mais en tout cas, on n'est pas au même niveau de rigueur et de standing, tu vois. J'ai des attentes qui sont hyper hautes pour moi et donc encore plus pour toi. Donc, à minima, investis-toi au moins comme je m'investis pour toi. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est qu'on n'est pas amené à travailler ensemble et c'est pas grave. Il y a d'autres personnes avec qui tu peux travailler, d'autres personnes qui pourront t'aider. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, et c'est ce dont je te parlais dernièrement, tout à l'heure plutôt, quand on parlait du fait justement de s'assurer que de notre côté à nous, on ait mis tous les éléments qu'il fallait. Parce que ça, on doit aussi savoir se mettre face à notre propre miroir. Dans notre travail, ben, pouvoir avoir une autocritique. Il y aura par moment peut-être des éléments qu'on n'aura pas pu mettre en place, des choses qu'on n'aura peut-être pas dites, et savoir se dire, ok, là, de notre côté, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour que le message soit assez clair et pour qu'il puisse traiter l'information qu'on voulait lui communiquer. Et donc, du coup, pour qu'il puisse se comporter de la manière la plus optimale dans le cadre de notre collaboration et surtout de sa carrière à lui. Mais par contre, si on a donné tous les éléments qu'il fallait,
que tout a été bien expliqué, et que lui, du coup, par choix, il omet certaines tâches qu'il doit faire, alors on est humain, hein. Une fois, deux fois la flemme, ça arrive, et encore parce que je suis pas certain que Michael Jordan il le mettait à ses obligations, tu vois. Ce n'est que mon avis personnel. Mais par contre, à un moment donné, on te dit quelque chose, on doit t'observer pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et tu restes inactif, c'est que ça va pas aller, quoi. Non, ça n'ira pas. Ça va pas aller, tu vois. Et par rapport à ça, on doit être très très rigoureux. Non, d'où le fait très rigoureux. Et aussi, je reviens sur ce que tu as dit par rapport à l'autocritique. Je pense que ça, c'est la première chose à faire en tant que personne même entrepreneuriale, moi en tant qu'agent, toi en tant que Accompagnateur. Pour la simple et bonne raison que tu ne sais pas évoluer si tu ne te remets pas constamment en question. Parce qu'en fait, la vie, elle ne fait, ce n'est que de l'évolution Ouais. Constante. de manière constante. Et pour ça, tu as besoin de savoir te remettre en question. Voilà. Parce que si tu ne te remets pas en question, en fait, le train, il part sans toi. Ouais, exactement. Et si c'est toujours les autres, Voilà. c'est bon, laisse tomber, quoi. Ouais, non, tu n'avances pas. Ouais. Je suis d'accord. Et il faut aussi, comme tu as dit, être rigoureux. Oui. Je pense que c'est la clé même. En fait. Nous, à partir du moment où notre checklist, elle est cochée de partout, là, on analyse le comportement de la personne qu'on a en face de nous. Si notre checklist, elle est OK, bah, c'est que notre collaboration, elle n'est pas OK et que la personne n'est aussi peut-être pas à la hauteur des exigences que nous avons. Et là, je répète, on doit aussi savoir l'accepter, le reconnaître, de se dire, OK, d'accord, ben écoute, mon garçon, là, aujourd'hui, notre collaboration doit s'arrêter. Moi, dans le cadre de Elite Agency, je te l'ai dit, il y a une coach, je l'ai remerciée, j'ai dit, écoute, on va plus pouvoir bosser ensemble pour la simple et bonne raison que je lui avais donné une seule mission. J'étais censé, je lui ai donné un ultimatum de 3 jours pour agir. Après 2 mois, pas de réaction. Écoute, merci, au revoir. Bonne continuation à toi. Tu vois, la décision, j'avais déjà prise, mais je voulais voir combien de temps elle allait être capable, en fait, de ne pas donner de suite. Okay, mais au final, au moment où je dis que la collaboration est terminée, ben là, oh non, finalement, excuse-moi, il y a des choses que je devais faire, mais tu pouvais me le dire déjà avant, tu vois. Et je répète, moi, je suis devenu intraitable avec ça. C'est qu'au moment où je commence à travailler avec quelqu'un, une fois que tout a été très clair par rapport au onboarding et que tu as toutes les informations qu'il faut pour qu'on commence à bosser ensemble, si ça traîne 1 jour, 3 jours, ou bien tu réfléchis, tu hésites pendant 3 mois, c'est peut-être contre-intuitif, hein, mais je ne vais pas bosser avec toi. Non, je ne bosse qu'avec des gens qui ont la dalle, en fait. Qui ont la dalle comme toi, en fait. Qui ont la dalle comme moi, parce qu'on ne va pas être compatibles. La raison pour laquelle j'étais parti au Portugal avec eux, c'est qu'ils rencontrent aussi le staff, mais aussi un joueur que je connais depuis tout petit, qui maintenant est pro. Il est parti aux États-Unis. Okay. Puis il a fait 1 an au Portugal. Et en fait, là maintenant, il a signé à Ostende, en division 1. Okay. Donc ils seront au même endroit. Donc je pense que ça peut être intéressant pour qu'ils aient un contact un peu de mentoring. Ok, pas mal. Il a quel âge? 24 ans. Okay. Il a 24 ans, déjà marié, avec une américaine. Ah, il est posé, quoi. Donc il est posé, okay. Lui, il est très focus dans son business. Ça, c'est important, ça. D'avoir les bonnes fréquentations, pas des gens qui vont commencer à travailler dans des boîtes de nuit et des conneries comme ça. Là. Il n'est pas dans ça du tout. Donc, ok, ça c'est bien, c'est positif. Ok, moi dans ce que j'ai noté, donc effectivement, il y a les objectifs sportifs qu'on doit définir ensemble, qu'on en a parlé tout à l'heure. Hein. D'abord par rapport à lui-même, avant de parler des objectifs externes, j'ai envie de dire. Objectif comportemental, donc on se rejoint aussi par rapport à ce que tu penses et attends de cette saison-ci. Là, il faudra le soutenir. Mental, je l'ai aussi noté. Les objectifs personnels, il faudra aussi lui le mettre face à ses responsabilités et concrètement qu'il nous dise, toi personnellement, sans qu'on te donne d'indication, quels sont tes objectifs, quelle est ta photo finale, on la connaît, mais on aimerait que tu nous la redéfinisses, parce que peut-être qu'entre-temps elle a évolué ou elle a été modifiée. Et puis alors aussi lui rappeler effectivement qu'il faudra l'aider par rapport au fait qu'il puisse garder les pieds sur terre, par rapport aussi à gérer aussi le fait qu'il ait besoin de la reconnaissance et de l'attention des gens. C'est quelque chose dont il va falloir se détacher. Ouais. C'est pas quelque chose d'expérience, c'est pas quelque chose qui aide les gens qui ont besoin du regard et de l'approbation du monde extérieur. Tu vois. Alors je sais que c'est pas facile, parce que quand on est un joueur, que ce soit un joueur de basket, un sportif de manière générale, on a besoin de l'approbation des gens d'extérieur, parce que on le dit pas assez, mais le monde du sport, c'est un des milieux dans lequel les gens manquent le plus de confiance. Hein. Grave. On fait comme si on avait confiance en nous, mais en fait, on est en train de combattre en réalité, tu vois. Et c'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. Je pense qu'au contraire, les gens les plus forts sont pas ceux qui disent qu'ils n'ont jamais peur de rien, mais c'est ceux qui admettent qu'ils ont peur, mais qui sont prêts à surmonter ces peurs.
tu vois. Et c'est dans cette optique-là qu'on va devoir le driller, tu vois. Moi, je vais me mettre à nu devant lui, je vais lui dire, tu crois que moi, et tout ce que je suis en train d'entreprendre, tu crois que moi, j'ai pas peur, moi. Tous les jours, j'ai peur, bien évidemment, j'ai peur. Moi, je me réveille tous les jours le matin avec une image de moi en dessous d'un pont à mes 70 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mais justement, cette même image-là qui me fait peur, elle me drive, frérot. Sincèrement, je veux dire la vérité, moi, en semaine, là, je suis passé à Porte de Halle parce que je devais aller à l'hôpital pour aller voir un oncle. Et je suis passé à l'hôpital et du coup, j'ai vu Porte de Halle, tu sais, vers 20, 21 heures et tout ça, là. J'ai observé autour de moi et je me suis dit, tu sais quoi, ces gens-là, on les voit comme ça, mais peut-être qu'un jour, ils ont été à notre place, en fait. Ah, toujours. Peut-être qu'un jour, ils ont aussi eu des périodes où ils réussissaient ce qu'ils entreprenaient, et ci et ça. Et il suffit d'un élément qui puisse en fait faire basculer toute ta vie. Donc il faut rester très très prudent par rapport à ça. Ça, je te dis, moi, c'est quelque chose avec quoi je rigole même pas. Je suis conscient que ça peut nous arriver. Et cette conscience, donc cette peur, parce que c'est une peur, il faut le reconnaître. Pas dire, ouais, non, on a peur de rien. Si. En fait, on a peur, mais on est assez fort que pour surmonter cette peur. C'est ça la vraie force, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra bien lui partager. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je pense que dans l'introduction de la discussion avec lui, il y aura 8 points importants qu'on devra, je pense, entamer et souligner au moment de commencer. C'est 1, le féliciter par rapport à la saison qu'il a accomplie la saison passée, parce qu'il faut aussi parler des bonnes choses. Non, faut dire ce qu'il y a. Tu vois, en finale, c'est important. il a fait des choses comme ça. C'est une saison incroyable en vérité, si tu prends du recul. Quand tu prends du recul. Ils oui. pensaient jamais. Quand tu Est-ce que prends cette du- équipe pouvait arriver en finale de Non. balle? La Sérieux, saison ils sont qu'il a quoi? faite La saison se fait sur 2 ou 3 joueurs, je pense. Ouais. Ouais. Lui présenter les points forts qu'on a observés, en 3. En 4, aborder honnêtement ses freins identitaires qu'il a actuellement, les points dont tu as parlé, tu vois, besoin de reconnaissance, de validation, ça va être hyper important. Ça, c'est vraiment l'introduction à la partie mentale et comportementale. L'aider à comprendre les exigences du haut niveau, de son nouvel environnement, parce qu'en fait, il va se manger les deux en une fois. Il va changer d'environnement et il passe clairement 2 niveaux au-dessus de ce qu'il a connu. L'aider à comprendre les exigences donc du coup de ce nouvel environnement, définir la version attendue sur le terrain pour qu'il puisse passer l'objectif qu'il se sera d'abord lui-même défini. Si tu me dis que tu vas aller en NBA, tu dois être à la hauteur de la NBA déjà aujourd'hui. C'est ça. Parce que hier, tu as déjà foiré, avant-hier, tu as foiré. Tu étais aux Ardentes. Tu vois ce que je veux dire? Alors, quand tu réussis et que tu es multimillionnaire, et que là, à la limite, tu décides à ce moment-là de te changer, de changer un peu d'air et tout ça là, ok, il n'y a aucun problème. C'est drôle. C'est drôle que tu dis. Parce qu'on en parlait avec le papa, et le papa il disait, mais moi à 17 ans, moi je sortais pas. Moi j'étais sur le ballon tout le temps. La première fois où je suis sorti, j'avais 37 ans. Vraiment, tu vois. En fait, quand il a passé sa carrière de basketteur, c'est là où il a lâché. Ouais. Ça fait plaisir. Quoi. Voilà, tu vois. Mais il faut bien checker quand même quelque chose. C'est que les comparaisons intergénérationnelles, c'est jamais constructif. Je suis d'accord. Et pire encore, ici, on parle aussi d'un débat environnemental. Il faut faire attention aux comparaisons brutes comme ça, tu vois. Tu peux pas juste comparer et dire, oui, non, mais moi, à mon âge, oui, mais on n'avait pas les mêmes problèmes, on n'avait pas les mêmes besoins, l'encadrement et l'environnement n'étaient pas le même, tu vois. Donc ça, à ce niveau-là, il faut quand même être prudent avec ça. On peut utiliser notre histoire pour inspirer, mais comparer jamais, je pense, parce que c'est contre-productif. Et tu risques juste d'avoir un gamin qui va se braquer derrière, tu vois. Donc, voilà. D'où l'importance de l'environnement, parce que le papa, il ne compare jamais. Ouais. En fait, ça, c'est des discussions qu'on va avoir moi et lui. Ouais. Il a le bon comportement, en fait, le papa. Voilà, tu vois. Maintenant, par rapport au choix que lui choisit, il doit maintenant être conscient des tâches qu'il doit faire. Ouais. C'est surtout ça, en fait. Tu dois être à la hauteur de tes choix, en fait, tout simplement. Ouais. Intéressant. Et la dernière, c'est déterminer les engagements concrets par rapport à la manière dont nous, on pourra le supporter et l'aider dans sa mission. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'aura pas de préparation. Et s'il foire ces 2 premiers mois, eh ben, il pourra s'en vouloir qu'à lui-même et il en apprendra. Parce que je suis désolé, quand je te vois aux Ardentes, alors que dans 10 jours, tu reprends les entraînements, et oh, ça va ou quoi? C'est que tu n'es pas à la hauteur de tes ambitions, hein, tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Donc voilà, ça c'est de mon point de vue en tout cas, ce qui je pense sera prioritaire et primordial. On peut rajouter aussi, c'est sa sensibilisation avec l'argent. Parce que lui n'a aucune idée vers quoi en fait il peut aller financièrement. Ok, moi j'ai une autre question encore pour aller plus loin, parce que moi ces derniers temps, je me forme énormément sur l'entrepreneuriat digital et je me forme chez des gamins qui ont 20 ans de moins que moi.
mais qui sont déjà multimillionnaires. Ouais. Et ils ont une relation à l'argent. En fait, ils sont totalement détachés de l'argent. En fait, ils s'en foutent de l'argent. Parce que si c'est le cas, on va juste devoir le cadrer. Mais la vérité, c'est que c'est un élément perturbateur en moins. Ouais, Nous, dans le passé, ce qui nous a causé problème, c'est qu'en fait, on faisait tout pour la famille, pour en sortir maman de la haisse et tout ça, là, tu vois. Or, ici, ce qui se passe, c'est que les nouvelles générations, certes, le font pour aider les parents, mais en fait, ils sont pas non plus dans la merde. Et donc, du coup, l'argent n'est pas un driver pour qu'ils réussissent. Ils sont purement drivés par le fait de vouloir réussir dans l'entrepreneuriat et de grandir et de pouvoir construire des écosystèmes avec des gens qui peuvent se nourrir et aider les gens. Ils sont réellement dans l'aide, en fait, dans l'entraide aussi des personnes et des autres entrepreneurs. Ce qui est très différent de nos générations à nous. Lui est clairement là-dedans, tu vois. Lui est clairement là-dedans dans le sens où l'argent, en soi, l'argent, il s'en fout, tu vois. Mais par exemple, il n'a pas une notion de se dire, tu vois, on va lui dire, ouais, tu t'es payé 500 €. Pour lui, c'est OK, alors qu'en vérité, il peut aller en chercher 5000. 5000, ouais, un exemple. Voilà, ça c'est une chose. Mais l'autre chose sur laquelle je voulais sensibiliser, c'est que quand l'argent va tomber, c'est juste aussi de sensibiliser à ce que les gens n'ont pas la même notion que lui, tu vois. Donc ils peuvent l'utiliser, le manipuler. C'est ce côté-là, en fait, plus sur lequel... Alors, je comprends ce que tu veux dire. Mais il va de nouveau falloir être très prudent et très malin par rapport à la manière dont tu l'abordes. Parce qu'en fait, si tu ne le dis pas comme il faut, c'est toi qui risques de passer comme la personne qui veut en fait garder tout l'argent et prendre tout son argent, alors que finalement tout ce que tu veux c'est son bien en fait, en réalité, tu vois. Donc c'est là où il va falloir aussi être très très prudent dans la manière dont tu vas aborder ce sujet-là, enfin dont on va l'aborder, de faire comprendre qu'en réalité, c'est son travail, c'est son gagne-pain. Et moi, par rapport à ça, toujours un calcul très simple que je fais avec eux, avec les joueurs que j'accompagne. C'est, imagine-toi, tu gagnes 1 million l'année. Sur 3 ans, tu es censé gagner 3 millions. OK. L'année 1, tu gagnes 1 million, tu claques 1 million. Parce que tu t'es fait plaisir et tu as aidé tout le monde. Année 2, tu gagnes 1 million, tu reclaques 1 million. Parce que de nouveau, tu t'es fait plaisir et tu as aidé tout le monde. Année 3, tu te blesses en début de saison. Il ne te reste plus qu'1 million à gagner. OK? Cette blessure est tellement grave que tu ne pourras plus rejouer au football derrière. Ou au basket ici en l'occurrence. OK. Est-ce que tu penses qu'avec le dernier million qui te reste à gagner, peut-être qu'il aura 20 ans à ce moment-là, tu pourras vivre jusqu'à tes 70, 80 ans. Donc de 20 ans jusqu'à 80, il y a 60 ans. Moi, c'est très simple ce que je fais avec eux. Je dis, OK, ça va, on va s'amuser maintenant. OK? Donc, tu dois tenir 60 ans avec 1 million. OK. Le calcul est rapide. 60 fois 12 pour avoir le nombre de mois. Ça nous fait 720 mois. OK? Tu prends 1 million, tu le divises par 720 mois. Regarde combien ça représente. 1388 €. T'as rien payé, hein. T'as pas payé ou ton crédit ou ton loyer, t'as pas payé ta voiture, t'as pas payé tes vacances à Dubaï. Parce que s'il va aux Ardentes maintenant, c'est qu'il ira à Dubaï, Miami faire le zinzin, OK? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Et donc, du coup, en fait, en réalité, il te reste rien. 1 million, c'est rien. C'est ça que les gens pensent toujours, en fait, le pauvre dit l'objectif, c'est d'être millionnaire et d'aller chercher le million. En fait, c'est symbolique, mais sans vouloir choquer les gens, 1 million, ça ne représente rien en réalité. Tu vois? Et c'est là où, justement, c'est plutôt comme ça que j'arrive, moi, à sensibiliser les joueurs. En leur faisant comprendre que, OK, d'accord, l'argent ne se mesure pas en quantité, la fortune ne se mesure pas en quantité, mais en temps. Tu vois? OK, tu as 1 million, OK. Maintenant, divise 1 million maintenant par 720. Ah, 1300 €. OK, c'est bon, je ferme ma gueule et je vais m'asseoir calmement. Et je vais essayer de gérer mon argent au mieux, d'investir, de mettre de côté, etc. Tu vois? De cette manière-là, c'est plus intelligent de l'aborder. Et au moins, il risque pas de se braquer et il comprend qu'il s'agit de son intérêt et qu'à aucun moment, tu avais toi l'intention de lui prendre son argent. On a toute la base, la fondation de la première conversation. Et puis ensuite, après, c'est parti. Hein, la saison démarra sur cette base-là.
mais elle va démarrer sur une mauvaise note parce que, ok, je peux comprendre, il est jeune et tout ça. Mais moi, j'accompagne, par exemple, avec un ami à moi, un jeune qui a un avenir, on l'accompagne. C'est le seul très jeune il a 12 ans. C'est le seul jeune auquel je me consacre et je prends le temps de mettre déjà un cadre parce que je connais très bien son papa et parce qu'il a un réel potentiel, tu vois. Ok. Mais je leur fais comprendre que, écoute, à ce niveau-là, t'es plus un enfant comme les autres, il faut l'accepter. Ça fait partie du deal. T'es pas un enfant comme les autres. Et oui, tu pourras moins jouer à la PlayStation. Et oui, tu pourras moins aller jouer au parc. Et oui, tu pourras moins dormir tard. C'est le chemin que tu as choisi. Si tu choisis un autre chemin et que tu dis que tu veux aller jouer au Scupujet, avec tout le respect, tu vois. Mais par contre, si tu dis que tu veux atteindre la NBA, le Real Madrid et... Ouais, tu Non. vois, NBA, NCAA, Divan ou Je suis désolé, tu même dois Euroleague, te vois. comporter C'est tel un quel, standard quoi. que tu dois avoir. Tu dois te vois. comporter tel Ouais, quel, ouais, d'accord. tu vois.